Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Dans la salle Michel de Montaigne, à l'Odyssée, théâtre de Périgueux. Nous sommes en présence de Marie d'Albavie, qui a accepté de nous parler de ses attributions au sein du service communication de l'Odyssée. Et parmi ces attributions, il y en a une qui est particulièrement originale, qui est celle de l'accessibilité. Mais avant d'entrer dans le détail de cette activité, Madame d'Albavie va rappeler à nos auditeurs ce que c'est que l'Odyssée. Alors, l'Odyssée est une association loi 1901 qui est missionnée par le ministère de la Culture et les différents organes, régions, départements et municipalités autour d'une programmation pluridisciplinaire du spectacle vivant et qui est également l'organisatrice du festival international Mimos. Qu'est-ce qui a marqué l'histoire de ce qui était à l'origine le Ballet des Fêtes de Périgueux ? En 1998, l'Odyssée est devenue scène conventionnée corps en mouvement. Ensuite, on a basculé sur un conventionnement art du mime et du geste. Et là, depuis 2017, nous étions conventionnés d'intérêt national art et création, avec un soutien des compagnies sur leur création, leur production. Et nous avons eu un changement de direction qui a eu lieu en octobre 2019. Et du coup, nous devons repostuler pour être conventionnés au sein du ministère de la Culture. Je sais qu'on postulera toujours sur intérêt national art et création, donc toujours sous le même label, et avec une force au niveau de l'esthétique geste et corps en mouvement, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, donner quelques chiffres pour leur rappeler un petit peu l'importance de l'Odyssée dans le paysage culturel périgourdin ? D'accord. Alors, l'Odyssée présente des spectacles sur une saison qui va de octobre à mai-juin, dans une grande salle qui a 809 places et une autre salle qui est dans le théâtre Le Palace, qui elle est de 200 places. Il y a une quarantaine de compagnies qui jalonnent cette saison, avec des représentations 1 à 2 fois par semaine. Des représentations qui peuvent être scolaires et tout public, principalement sur des temporalités hebdomadaires, sans les vacances scolaires. Et le festival Mimos, lui, c'est une semaine, au mois fin juillet, début août, ouais. Et sur 120 représentations en off et une vingtaine de compagnies également en in. Les deux salles, que ce soit dans le théâtre de Périgueux ou le Palace, sont des bâtiments de la ville de Périgueux avec une mise à disposition pour les programmations. Et c'est vrai que le Palace est un lieu où il est plus facile d'accueillir des compagnies en résidence, des compagnies que nous coproduisons. Il y a des compagnies périgourdines, je suppose. En tout cas, du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, oui. Oui. Après, il y a des compagnies effectivement de Dordogne, qui sont des compagnies qui sont au plus près de chez nous. Alors, merci beaucoup de ces rappels et on va passer maintenant à vos activités au sein de l'Odyssée. Alors, au sein du service communication, si j'ai bien compris, vous êtes chargé des relations avec les publics. Alors, moi, je suis chargée des relations publiques et actions culturelles et je suis plus sous le chapeau des actions culturelles que de la communication. Je fais le lien entre les artistes que nous accueillons et les publics que nous recevons et je permets aux
aux deux de se rencontrer, on va dire, différemment ou à côté ou autour de la proposition artistique. Donc ça va être... C'est vous qui êtes l'organisatrice des bords de scène qui se passent à la fin des représentations et qui sont si sympathiques? Oui, c'est moi. Il y a ça, il y a les sorties de résidence également, il y a les ateliers, stages, masterclass, workshops qui sont organisés. Alors comme gentiment vous m'avez demandé de parler de l'accessibilité, et ça peut être des visites sensorielles qui peuvent se faire en amont des représentations pour les personnes en situation de handicap sensoriel. Et tout ce qui est à côté et tout ce qui peut s'imaginer autour de la proposition artistique. Alors, globalement, pour vous, l'accessibilité, c'est d'essayer de faire en sorte que les personnes, soit à mobilité réduite, soit qui ont un handicap sensoriel particulier, puissent quand même profiter des représentations. C'est bien ça? Alors, oui, sachant que l'accessibilité, c'est une case, mais... à l'Odyssée, on a à cœur à penser à l'accessibilité pour tous. Et donc, on a tous besoin à un moment donné, pas seulement en fonction de l'handicap, mais plutôt de ses spécificités, d'être plus ou moins accompagné, ou en tout cas permis d'entrer dans une œuvre. Et du coup, on a d'un côté... du matériel qui permet d'être dans une immersion du spectacle, c'est-à-dire par des moyens d'amplification sonore. Là, on accueille depuis peu de temps notre gilet SubPac, qui est un gilet immersif et qui permet au public sourd de pouvoir sentir directement les vibrations du son sur son corps. Mais voilà, ces outils-là, par exemple, peuvent très bien convenir à quelqu'un qui a envie de vivre le spectacle vivant au plus près ou différemment. Quels sont les handicaps que vous vous efforcez d'accueillir en facilitant leur accès au spectacle? Bon, il y a les personnes à mobilité réduite, on l'a dit. Il y a les personnes qui sont des déficients pour le son, l'audition. Et les personnes malvoyantes également? Oui. Alors, il y a 4 types d'handicap. Il y a le handicap moteur, les 2 handicaps sensoriels qui sont auditifs et visuels, et l'handicap mental et ou psychique. Donc, en fait, mon travail, c'est d'être auprès de tous ces publics, donc que ce soit en termes d'accompagnement et de préparation à l'œuvre, ça dépend après de tout à chacun. Comment ça se passe concrètement? Vous prenez relation avec, vous entrez en relation avec les associations qui regroupent ces personnes, vous les rencontrez, comment ça se passe? Alors oui, principalement le premier travail, c'est de donner l'information, parce que tout le monde n'a pas forcément. Ça va être effectivement contacter les associations, les rencontrer et parler des propositions artistiques, voir avec elles si elles ont des projets et sur lesquels elles peuvent se nourrir de nos propositions. Et voilà, en fait, c'est une relation réellement de dialogue entre elle et nous. Et après, il y a la partie d'accueil qui est sur le soir d'un spectacle. Que ce soit pouvoir avoir une place devant le théâtre et être accompagné jusqu'en salle. Pour des personnes qui viennent en groupe et qui ont des fauteuils roulants à faire descendre, effectivement, il faut pouvoir permettre d'accéder au bâtiment avec le plus de sécurité et de confort possible. Donc c'est vous qui vous assurez que les moyens d'accès sont garantis à l'intérieur du bâtiment et dans les différents emplacements qui peuvent être réservés à ces personnes? Oui, en lien avec notre directeur technique et le personnel de la billetterie. Enfin, c'est un travail réellement d'équipe, mais effectivement, ça fait partie de la coordination qui m'est attribuée.
concrètement, est-ce qu'il y a une réponse très favorable de ces publics-là, et quelle part de votre public ça représente, si vous en avez une idée? Ou est-ce qu'il y a des spectacles qui attirent plus des personnes que d'autres? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous observez? Il y a combien de temps d'abord que vous faites ce travail? En fait, on a présenté plusieurs œuvres qui étaient en lien avec l'IVT, qui est le théâtre d'Emmanuel Laborie, lors de différentes saisons. Et ensuite, en 2015, il y a le Théâtre national de Bordeaux-Aquitaine qui m'avait contacté pour une production de Lorenzaccio de Catherine Marnas qui devait se dérouler en audiodescription. Et du coup, ça a été notre première audiodescription au sein de l'Odyssée, en partenariat avec Accès Culture, qui est une association qui se trouve à Paris. Et du coup, cette première a valu le fait qu'on ait une trentaine de spectateurs, ce qui était pas mal. Alors, tous n'étaient pas dans une situation d'handicap visuel, mais en tout cas, tous étaient là pour cette première. Je dirais que c'était une première assez militante, dans le sens où les personnes souhaitaient au moins pouvoir avoir accès au spectacle et avoir des adaptations. Ensuite, on a tout de suite après, les saisons d'après, on a travaillé par exemple avec la Compagnie des Singuliers Associés pour mettre en avant nos propositions naturellement accessibles pour les personnes soit avec un handicap visuel, soit avec un handicap auditif, pour leur permettre de mieux choisir les œuvres, en tout cas de pouvoir être sûr que l'œuvre soit entièrement adaptée. Et là, du coup, on arrive dans des problématiques de spectateurs qui ont envie ou pas envie de voir cette œuvre, qui ont la possibilité de venir ou pas. Donc, comme tout à chacun, on travaille à développer les publics et à les fidéliser. Mais pour le coup, c'est comme tous les autres publics. Voilà. Donc ça va deux fois. Aussi volatile, aussi imprévisible. Aussi volatile et imprévisible. Non, je pense avec des agendas en soi bien chargés et des disponibilités qui s'amenuisent, des choses qu'on reporte, des choses que... Voilà. Donc dans les spectateurs, je vais avoir des fois une personne et accompagnée et d'autres... une dizaine, enfin ça dépend vraiment du travail qui est fait à côté. Mais vos équipements sont compatibles avec la présence de spectateurs présentant plusieurs types de handicap, je suppose. Oui, par exemple, on travaille avec le foyer de la Pérouse, qui est un foyer de vie de la PU de Périgueux et qui accueille des personnes et sourdes et aveugles, alors avec des degrés différents, mais pour le coup, ils ont effectivement deux types de handicap. Ensuite, avec d'autres, effectivement, il va y avoir un handicap moteur, de polyhandicapés et voilà, souvent une accumulation d'handicap. Et ça aussi, c'est à travailler. Mais chaque proposition peut être suivie d'actions, comme les visites sensorielles, et qui permet aux personnes de rencontrer l'équipe en amont, pas très longtemps avant la représentation, et qui permet de plonger, de nourrir leur imaginaire. Par exemple, pour le festival Mimos, on avait accueilli 2 enfants polyhandicapés sur une proposition de théâtre gestuel et musical. Et du coup, on avait rendu accessible la partie sonore. Et ça a vraiment fonctionné, puisque du coup, ces enfants-là ont réussi à pouvoir être présents dans la pièce du début à la fin. J'ai 2 questions un peu techniques à vous poser. Vous avez fait allusion d'abord à un appareil qui permet aux personnes de sentir physiquement la représentation.
Et puis ma deuxième question portera sur l'audiodescription, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment l'audiodescription est conçue, mais tout d'abord sur ce merveilleux appareil pour lequel vous avez utilisé un nom que j'ai déjà oublié, mais dont vous allez nous reparler. Oui, c'est le gilet SubPac qui est du coup un outil qui permet, en fait, c'est un gilet tout simplement, qui à la base a été utilisé en premier lieu sur la réalité amplifiée, la réalité virtuelle, les gamers. C'est un gilet qui chope tous les sons du plateau. Donc ça permet de ressentir directement sur son corps les différentes intensités et oui, sous forme de vibrations. Le gilet permet une meilleure appropriation des sons et une meilleure transmission. Et ces gilets sont pour les sourds principalement, on va dire, ils ont des intensités que nous, entendants, on n'a pas. Nous, on va entendre beaucoup les basses, mais pour eux, ça va être beaucoup plus dans des harmonies différentes. Et ça, vous l'avez essayé ? Oui, on a eu la chance de pouvoir les tester avant le confinement. Le 10 mars, on accueillait les ateliers Santéville du Grand Périgueux et on avait proposé une pièce qui s'appelait Amour. Et c'était que du théâtre masqué et gestuel, et on l'avait testé avec 10 sourds, parce qu'on avait pu faire venir 5 sourds sur chaque soir. Alors là, si c'est un théâtre gestuel, il n'y a pas de vibration, par définition. Alors, il n'y a pas de vibration, mais il y a toujours une bande son. Alors, même si on est dans un théâtre gestuel et visuel, quand il y a de la musique, souvent elle est narrative. Et il y a plein de propositions qu'on ne peut pas rendre naturellement accessibles si cette musique, elle raconte quelque chose, ou si les bruitages racontent quelque chose, ou tout son qui est au plateau. Et là, pour le coup, c'était effectivement naturellement accessible, sauf que avec les gilets, pour le coup, c'était quelque chose de totalement immersif pour eux. Et alors, réaction des gens qui vous ont un peu servi de cobaye comme ça, comment est-ce qu'ils ont apprécié cette expérience ? Ils ont adoré. Alors passons maintenant, si vous voulez bien, au handicap visuel. Vous avez évoqué l'audiodescription. L'audiodescription, comment ça marche ? Alors, l'audiodescription, c'est tous les éléments visuels du spectacle qui sont audio-décrits et qui sont transmis aux personnes via des bandes préenregistrées et qui, lors de la représentation, sont lancées par un régisseur, puisque le spectacle vivant, c'est vivant, donc il peut y avoir des décalages de jeu ou des changements, mais ça donne tout ce que la personne ne peut pas voir, c'est-à-dire tous les déplacements, les entrées et sorties des comédiens, les changements de décor, des éléments de décor qui sont vraiment particuliers à voir. Et à percevoir des costumes, des éléments d'accessoires, tout ce que la personne ne peut pas voir sans empiéter sur le texte, puisque c'est forcément sur des spectacles où le texte est prédominant. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. C'est les deux, le texte et l'audiodescription entrent en collision. Comment on fait pour que les personnes qui bénéficient de ça arrivent à séparer les deux choses ? Alors, c'est pour ça qu'il y a un régisseur, parce qu'il faut qu'il lance, on va dire, les pistes entre chaque moment de dialogue, pour pas amputer sur le texte. Et pour les personnes qui travaillent cette audiodescription, il faut choisir les éléments qui sont importants à transmettre, et donc accepter de ne pas tout dire.
Et c'est pour ça que souvent, ces audiodescriptions sont nourries par des visites sensorielles et tactiles, où il est donné justement de parler des éléments de décor, où il est donné de toucher les costumes, et que du coup, ça ne sera pas forcément des choses qu'on aura à reprendre dans l'audiodescription, mais juste qui permettent de pouvoir faire des rappels dans l'imagination des personnes. Ça paraît terriblement compliqué. Enfin, les personnes qui font matériellement, qui préparent matériellement l'audiodescription, ce sont des professionnels du théâtre ou comment ça fonctionne? Alors nous, nos audiodescriptions, elles sont réalisées par Accès Culture, qui est une association qui travaille sur les adaptations des œuvres pour les personnes en situation de handicap sensoriel. Donc ils ont cette spécificité-là et cette connaissance et voilà, cette expérience. Ils font ça depuis très 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 longtemps. C'est l'un des plus grands partenaires des scènes en France. Après, il y a... C'est une société ou une compagnie nationale ou c'est une association. Ah oui. C'est une association, oui. Ouais. Et ensuite, il y a, voilà, c'est comme tout, il y a des formations qui permettent de pouvoir les réaliser. Mais oui, c'est une technicité, oui. Oui, parce que alors, le rôle du régisseur, il est essentiel là aussi, comme vous disiez, pour lancer les pistes au bon moment. Et puis ces pistes, elles ne sont pas forcément très longues. Oui, eh ben, justement, quand on a commencé, c'était souvent, voilà, dans le réseau, il était dit, pourquoi il faut un régisseur? Parce que justement, il faut caler au plus près de ce qui va se faire au plateau. Ça ne peut pas être une bande comme on peut avoir sur le cinéma ou la télévision. Il y a des audiodescriptions qui sont produites. Mais là, pour le coup, on arrive à du spectacle vivant. Et parfois, il peut se passer quelque chose au plateau qui n'est pas prévu. Par exemple, un décor qui tombe. Je pense à un spectacle en particulier. Et là, pour le coup, effectivement, le régisseur permet de prendre le micro et de pouvoir donner l'indication aux personnes de ce qui est en train de se passer et pourquoi le public réagit. C'est lui qui prend le relais à ce moment. C'est ça, exactement. Alors, est-ce que l'Odyssée, dans ce domaine, le domaine de l'accueil des personnes handicapées, qui est une forme de lutte, bien sûr, contre les discriminations, est en pointe? Alors, je dirais qu'on a pris le train en route par rapport à beaucoup de scènes sur notre territoire national. On n'est pas plus avancé. Mais quand on l'a pris, on a rattrapé vite notre retard. Et après, on a un avantage, c'est notre esthétique. Art du geste, oui. Et qui du coup permet d'être naturellement accessible au public sourd et pour le coup ça offre une multiplication de possibles intéressante. Voilà, on a aussi des propositions qui sont adaptées en LSF directement au plateau. Vous pouvez traduire? Oui. Du coup, on a une comédienne interprète en langue des signes française qui transcrit tous les dialogues qu'il y a au plateau. On l'a fait il y a 2 ans avec Welcome de Patrice Thibault. Il y avait Anne Lambolès qui était directement intégrée aux comédiens et qui signait tous les dialogues. Et cette année, on reçoit Télonus et Lola au mois de mars. Et c'est pareil, cette adaptation en langue des signes française sera faite par Lucie Lataste. Vous avez une idée du nombre de personnes qui sont concernées au cours des derniers exercices par justement cet effort d'intégration des personnes handicapées? Ça varie entre chaque représentation, je dirais au minimum 3 personnes. Et au maximum, je n'en sais guère plus, étant donné qu'on est vraiment dans un rapport d'inclusion. Alors, mis à part si on vient à ma rencontre pour me demander un casque, on est équipé d'une boucle magnétique et il suffit du coup de mettre ces appareils en position T et on reçoit directement le son dans ces appareils et on n'est pas obligé de se faire connaître.
Après, il y a des personnes qui, dès leur abonnement, nous font part d'une impossibilité de monter les marches parce qu'elles ont un problème de jambes, elles ont un problème de dos ou un problème d'un œil. Et donc, il faudrait que je d'épluche tous les bulletins d'abonnement à la source pour savoir combien de personnes nous indiquent qu'elles sont dans une situation d'handicap. Alors, il y a l'handicap qui est visible et ceux qui ne le sont pas. Donc, je pense que c'est pour ça que ça concerne vraiment tout le monde. D'accord. Maintenant qu'on a une boucle magnétique individuelle et les gilets SubPac, on peut se permettre de placer les personnes où elles le désirent. Est-ce que ce travail-là, vous le faites par vocation, par intérêt personnel ? Ou bien est-ce que vous y êtes arrivé comme ça par hasard ? Alors, il y a quelque temps, je vous aurais dit que j'y suis arrivée par hasard, mais en fait, en faisant le point quand même sur ma vie et sur mon parcours, non, en fait, j'y suis pas arrivée par hasard. À la base, moi, j'ai une formation dans le social, donc je suis pas du tout dans le théâtre, mis à part que j'ai quand même un bac théâtre que j'ai eu à l'Orgaté. Donc voilà, pour le coup, il n'y a rien de lié non plus au hasard, mais je ne m'attendais pas à faire ce métier-là, à un moment donné. Le bilan est positif ? Je veux dire, ce que vous faites vous intéresse, vous gratifie ? Oui, bien sûr que ça me gratifie d'être auprès des personnes. Je trouve ça très gratifiant de leur donner accès à quelque chose qui leur est dû, qui fait partie d'un droit culturel et un droit à penser, à ressentir, à être émancipé. Comme à toutes les personnes que j'interroge dans le format de cette émission, je vais vous demander s'il y a quelque chose pour vous dans votre vie, en dehors du théâtre et en dehors du handicap au théâtre. Quelles sont vos passions, quels sont vos hobbies, si vous en avez ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Je dirais tout ce qui nourrit, de la nourriture à la culture des personnes. Enfin, oui, moi je suis très très bien dans ce que je fais et tout ce qui concerne une journée en fait me satisfait de ce qu'elle apporte. Je discute beaucoup et j'écoute, voilà, et je mange. Des bonnes choses, oui, comme beaucoup de périgourdins. Mais je voudrais terminer en vous posant quand même la question essentielle. Comment avez-vous vécu cette période difficile là, dont on n'est pas encore sorti, et comment espérez-vous, comment ça va se passer cette saison particulière pour l'Odyssée et pour votre activité au sein de l'Odyssée ? Alors ça c'est une sacrée question. Étant donné qu'on a quand même eu peu de... Ouais, c'est très particulier, hein, le temps actuel pour les artistes, pour les techniciens. Et je pense que nous, théâtre subventionné, on est quand même extrêmement chanceux. Bien évidemment, avec toutes ces annulations, c'est un coup de massue. Et la saison prochaine, on l'espère qu'elle se déroulera comme on l'a imaginé. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une incidence sur votre public et en particulier sur le public rare dont vous vous occupez plus particulièrement ? Alors, forcément que ça va avoir une incidence, hein, puisque ces personnes-là ne sont toujours pas autorisées à sortir. Pour celles qui sont dans des foyers de vie. L'idée, c'est quand même de recevoir tous les publics dans un lieu qui leur est dû et de vivre le spectacle ensemble. Donc, c'est ce qu'on défend. Et après, on verra si malheureusement il faut faire des actes de résilience et d'adaptation. On sera attentif à les faire, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Marie Dalbavi, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté et bonne chance et bon courage pour la suite. Merci beaucoup à vous. Très belle journée.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.